Passe en mode ne pas déranger. Ok. Bonjour à tous et à toutes, Gabou. On se retrouve pour faire un peu de montage, un peu de colorimétrie. J'ai sorti une vidéo du coup il y a pas longtemps avec mon ami Falou. On a fait une vidéo court-métrage en 24 heures. Un concept extrêmement stylé, donc c'était un vlog du coup avec à la fin le résultat final. On va revoir quelques sections, donc je vous conseille d'aller voir plutôt cette vidéo là. En description vous allez trouver et le vlog et juste l'édit final. Et aujourd'hui le but ça va être de se pencher sur la technique. Comment est-ce que je me suis occupé pour le montage? Comment est-ce que j'ai réfléchi à mes cadrages? Comment j'ai fait mon setup? Donc, globalement on va passer sur les aspects vraiment techniques purement vidéo de ce qu'on a fait, du coup en l'occurrence hier pour moi. By the way, je vais séparer en parties, comme ça vous pouvez choisir les chapitres qui vous intéressent. Donc il y aura montage, il y aura colorimétrie, tout ce qui est production vidéo sur place avec le matos utilisé, éventuellement les réglages. Je sais pas encore trop, vous verrez avec les chapitres, mais comme ça vous pouvez aller choisir directement ce qui vous intéresse. Avant toute chose, le premier truc que j'aimerais vous montrer, c'est tout con, c'est les fichiers. Comment est-ce qu'on est organisé dans nos fichiers? C'est ultra important, c'est là que tout commence, donc il faut bien commencer quelque part. Ici vous voyez j'ai les enregistrements etc, ça va être pour le vlog en l'occurrence et pour ce qu'on fait maintenant, le petit behind the scenes, BTS pour behind the scenes, les rushs et les rendus. J'ai quelques sons des fixes que j'ai pas rangés parce qu'il n'y en avait pas beaucoup donc j'ai laissé comme ça. Si on va dans rush on retrouve edit et vlog puisque j'ai filmé les deux en même temps et alors ici on retrouve tous les trucs. Alors j'ai pas nommé chaque fichier parce que c'est assez petit comme projet donc pas tellement nécessaire mais pourquoi pas si vous avez la patience. Maintenant on se retrouve directement dans DaVinci, ok? DaVinci c'est donc un logiciel de montage qui était plutôt axé colorimétrie à la base mais qui est devenu hyper polyvalent. Je n'utilise plus que ça, Premiere Pro c'est ciao, vraiment trop instable, interface pas dingue, niveau colo c'était catastrophique donc j'ai switch. Il y a déjà 2 ans en vrai, hein, donc ça fait déjà un petit moment. Et j'ai bien pris la main avec DaVinci, je préfère de très loin le fonctionnement de DaVinci. Le seul truc peut-être qui va me manquer ça va être des presets. Mais en dehors de ça, c'est hyper efficace. Alors je vais ouvrir le Media Pool, comme ça vous voyez un peu. Donc j'ai ma timeline principale qui est l'edit. En l'occurrence, on a fait un format up en 21/9 grossièrement, donc format cinéma bande noire. Donc en l'occurrence, vu que j'ai filmé en 4K avec la caméra, j'ai mis en 3840, qui est la résolution horizontale d'origine de la 4K à l'Ultra HD. Et après j'ai fait la conversion, donc c'est divisé par 2,35. Si je dis pas de bêtises, qui nous donne 1634 pixels et quelques broutilles, mais on est resté sur 1634 parce que c'est plus simple. Et au moins comme ça on a le rapport, le ratio convenable. Évidemment, on est en Europe, on filme à 25 images par seconde, on pourrait filmer à 24 aussi, mais idéalement gardez votre shutter à 50 pour les lumières, etc. Comme nous on a filmé pratiquement que en pratique, donc en éclairage existant. Fait que si les lumières sont sur le réseau électrique avec une fréquence de 50 Hz, et que toi tu mets ta caméra à 60 Hz, eh bien ça va commencer à avoir des sentiments, tu vois. Et donc on veut pas ça. D'ailleurs j'ai eu ça sur un plan pour une raison autre que vous allez voir, on en reparlera plus tard. Et donc important, les réglages dans la caméra, c'est le shutter à 50, à 100, globalement des multiples de 25. Comme ça au moins c'est propre et il n'y a pas de problème de flicker sur votre caméra. Évidemment, si vous voulez avoir de la profondeur de champ et votre shutter verrouillé à 50, il vous faut un filtre ND. J'en ai un monté encore maintenant parce que je suis à 50, f1.8, et donc forcément il y a de la lumière et il faut combler un peu avec un filtre ND qui va permettre d'assombrir en fait. En dehors de ça, on se retrouve avec ça. Donc ici on a la musique qu'on a téléchargée sur Epidemic Sound. Ce qu'on a fait du coup, c'est que j'ai créé une petite playlist ici avec les différents sound effects quand on devait chercher un petit peu des SFX. Et alors les différentes chansons qu'on a trouvées cool, on est sur un truc plus sentimental, plus calme, enfin vous avez vu de toute façon le court-métrage. Si jamais pour Epidemic Sounds, je vais vous mettre en description le lien de parrainage, je crois que vous avez un mois gratuit où vous pouvez tester un peu ce site. C'est ultra important, ultra pratique, parce que chercher des musiques c'est le truc le plus galère. Ici au moins tu peux chercher par type, par genre, par instruments et tout si tu as envie. Donc moi j'utilise H24 pour YouTube et pour le professionnel. Surtout que pour le professionnel c'est une licence un peu plus chère, mais tu peux utiliser tes musiques pour de la vente, enfin pour les vendre à des clients, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la plupart des autres licences. Retour à DaVinci, donc vous voyez que j'ai un dossier SFX ici et j'ai les rushs de nouveau avec Edit et Vlog. Je fais tout dans le même projet, que ce soit le vlog ou l'edit. Comme ça j'ai tous mes fichiers à un seul endroit, je m'amuse pas à faire plusieurs projets en même temps, juste il faut bien l'organiser. Ici on a tous nos rushs, donc si je double tape là-dedans, on va voir que on va prendre par exemple celui-ci. Voilà, c'est hyper flat, si je mets en plein écran vous allez voir.
Donc sur la caméra, je suis en S-Log, S-Log 3 pour être précis. Donc S-Log, ça veut dire que c'est un format plat, d'où le manque de contraste et de saturation, mais on va venir contrebalancer ça en post-production. L'idée de ce format-là, c'est qu'il va permettre de garder beaucoup plus d'informations, autant dans les basses lumières, c'est-à-dire là où il y a des ombres et où il fait très sombre, autant dans les hautes lumières, là où ça va être très lumineux, par exemple le ciel, etc. Ici, en l'occurrence, si tu filmes avec une caméra normale, tu risquais de perdre beaucoup d'informations dans les détails en dessous du siège, dans les contours, dans les ombres derrière le siège à droite, et tu risquais d'avoir un ciel cramé, par exemple, ou le bâtiment derrière qui est clair, qui risquait d'être cramé. Cramé, ça veut dire blanc, complètement blanc, au point où tu ne sais pas garder de l'information, ni de couleur, ni de contraste, rien. Pour ce faire, c'est très simple. Donc si on prend ce plan-ci, par exemple, on va aller dans l'onglet colorimétrie, et là-dedans, on se retrouve avec cette fenêtre. Donc ça, ce sont des nœuds. Dans ces nœuds, on va appliquer certains éléments, certaines modifications. Ce qui nous intéresse, c'est le deuxième onglet ici, qui va donc être les effets appliqués à toute la timeline. Donc j'ai des effets qui sont appliqués sur toute ma timeline, tout mon espace de travail, donc tous mes plans, tous mes rushs ont un même traitement. Et après, en amont, par clip, je vais peut-être modifier l'exposition, des teintes ou faire des filtres vraiment précis. On va voir ça tout à l'heure, c'est poussé vachement loin. Mais il y a une base commune à chaque pour avoir un style propre au court-métrage et que chaque plan ait un peu cette patte personnelle, tu vois. En l'occurrence ici, bon, j'ai un nœud qui sert à rien, j'ai même deux nœuds qui servent à rien. On a cette espèce de toile d'araignée ici. Donc vous voyez que j'ai cherché vraiment à pousser les bleus. Si on fait un désactivé, réactivé, vous voyez qu'on passe de quelque chose d'un peu verdâtre à un bleu plus cyan, un peu plus bleu finalement, moins verdâtre. Et alors derrière, on a juste la conversion. Ça va être très facile à expliquer, ce que je vous disais tout à l'heure avec le log. On part sur du S-Log 3. Le gamut, c'est du S-Gamut 3 Ciné. Ça, c'est dans la caméra que vous pouvez retrouver ça quand vous filmez en S-Log. Et après, on va sortir tout ça en Rec 709. Le Rec 709, c'est la couleur de base de tout, que ce soit la télé, que ce soit Internet. Globalement, Rec 709 pour la vidéo, c'est l'équivalent du sRGB pour la photo. C'est le format de base. Avec ma caméra, je filme en 4K, 10 bits, machin, mais je vais pas forcément sortir un fichier dans cette qualité-là. Je vais réduire tout ça parce que dans l'idée, ça va me permettre d'avoir un résultat de meilleure qualité, même si après je le recompresse dans un espace colorimétrique plus restreint. Je sais pas si c'est compréhensible, mais imaginons que je commence avec ça de couleur et que la sortie ça va être ça. Vu que je vais faire quand même plein de modifications assez distinctes et précises, quand je vais refermer après dans les couleurs qui sont disponibles, ça va être quand même plus précis que si je travaillais que dans cet espace-là dès le départ. Je sais que c'est un peu abstrait, mais c'est comme ça que ça marche. Donc pour les effets de la timeline complète, c'est tout. Il n'y a pas de LUT, il n'y a pas de style colorimétrique vraiment particulier. Moi je suis quelqu'un qui apprécie particulièrement le fait d'observer la vie, les éléments dans leur état classique. Donc j'aime pas trop toucher les couleurs. J'ai un peu du mal avec les LUT, il y a une période où j'exagérais de ouf, mais là pour l'instant je suis reparti sur une base beaucoup plus simple. Donc ici on est resté sur des couleurs assez basiques. Cela dit, avec la roue ici, on a quand même poussé les oranges vers les rouges et on a poussé les verts vers le bleu. Donc les plantes, etc. vont être plutôt tirées vers le turquoise, sans exagérer. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de plantes, mais il y a un plan ici où on peut voir un petit peu dans le fond, je crois. Ou même... voilà, ce plan-ci, on voit un petit peu, c'est la Golden Hour, donc de toute façon, c'est un peu jaunâtre, on va dire. Mais la pelouse n'est pas non plus jaune, tu vois, il y a ce côté verdoyant qui ressort quand même. Donc ça, j'aime beaucoup, je fais vraiment beaucoup, c'est un truc important pour moi. Et évidemment, le rouge, je trouve que ça donne un côté un peu... tu sais, les Fuji, ils ont un profil colorimétrique dans leurs photos qui a parfois tendance à tirer vers le rouge, j'aime beaucoup ça, donc j'utilise beaucoup dans mes photos, et en l'occurrence aussi quand je fais mes vidéos. Donc ça c'est pour la timeline. Après, par clip, je vais faire des modifications précises. Par exemple, dans ce cas-ci, si je vous fais un avant-après, vous voyez que c'est juste une question de exposition. C'était beaucoup trop lumineux, c'est pas du tout un problème parce qu'on est en S-Log, donc on perd pas d'informations de nouveau. Il suffit de redescendre un petit peu avec la courbe ici que vous voyez. Et hop, ça redevient avec une couleur normale, on rajoute un peu de contraste, c'est propre, c'est carré, il n'y a pratiquement rien à faire. Celui-ci, j'ai rien dû faire en particulier, le plan était déjà magnifique. Ici, c'est pareil. Là, on a eu un peu plus de fun, ok? C'est un plan qui était très plat de base. Je vais vous le mettre sans ce qu'on a fait. Ça ressemble à ça. Donc on est sur quelque chose
qui met pas assez en avant la casquette, qui est notre personnage principal, je rappelle. Alors ouais, en termes de couleur, ça ressort de ouf, parce que tout le reste est orange et t'as ce truc bleu qui ressort, mais les couleurs ne font pas tout. Idéalement, tu vas essayer d'appuyer cette différence avec ta composition, ce qui est fait avec la saturation, enfin les couleurs, on va dire de manière générale, et le contraste. Le truc, c'est qu'ici, le contraste, il n'y en a pas vraiment. C'est très plat. Donc l'idée, c'était de rajouter de l'obscurité tout autour, tout ce qui est étagère, etc., qu'on voit encore que c'est des étagères, évidemment, mais leur donner moins d'importance visuellement, parce que là, par exemple, l'étagère du dessus, elle est moche, elle sert à rien, elle sert juste à montrer qu'il y a une profondeur, quoi, mais elle prend trop de place, parce qu'elle est trop lumineuse. Ok, très simple. On a les deux premiers filtres ici, qui vont nous servir déjà à, clac, assombrir les livres en bas et les livres en haut. Pour ce faire, j'ai fait un filtre ici, un gradient, donc ça veut dire que ça fait progressivement. Je vais vous montrer en faisant ceci. Vous voyez que c'est simplement un filtre qui va faire progressivement, et puis qui va s'étirer vers du flou pour que ça se mêle avec le reste du footage. Ça, après, je suis passé dans un tracker. Le tracker s'est occupé de suivre ce qu'il y a dans l'image. Donc comme vous voyez, mon petit point blanc là avec la barre, elle suit parfaitement le livre sur lequel elle est accrochée. C'est la magie du tracking sur DaVinci, ça marche du feu de Dieu. J'ai fait pareil pour l'autre, pour les livres au-dessus. J'ai juste assombri un peu plus, baissé un peu plus l'exposition parce que c'était vraiment trop clair. Et puis le dernier, ça a été simplement un effet de vignette. Donc tout ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire le centre, un rond clair lumineux, et puis sur les côtés, plus tu t'écartes, plus ça va s'assombrir. C'est débile, c'est super con, mais c'est un moyen très très simple de ramener le focus, l'attention du spectateur sur ce qui importe. Donc je vous montre avant-après, on part de ça, et on arrive à ça. C'est quand même une belle différence. Alors ce plan-ci, c'est un autre délire, clairement. Ici, le gros problème qu'on avait, c'est que les lumières extérieures du Good News Bar à Louvain-la-Neuve sont très jaunes. Donc j'ai mis ma balance des blancs à 3000 en espérant que ça soit assez. C'était pas assez. L'ambiance orangée me dérange pas du tout, c'est très chaleureux. Ça convient à une terrasse de bar, tu vois. En plus de ça, tu vois le logo derrière, avec les murs bleus du bar, ça fait justement un contraste de couleurs, puisque bleu et orange sont opposés sur le spectre, donc ça fait une chouette séparation. À ce niveau-là, ça marche bien. Le problème, si j'enlève tous les travaux que j'ai fait niveau couleur, c'est que ça ressemblait à ça de base. Et c'est vachement pas beau. Donc première chose que j'ai fait, j'ai remonté un peu l'exposition, essayer de récupérer un peu les informations de nouveau en basse lumière, essayer de voir un peu mieux la scène. Deuxième chose, j'ai essayé de ramener un peu la balance des blancs à sa place, c'est-à-dire ramener du bleu dans l'image. Ça a déjà récupéré un petit peu, mais c'est pas idéal. Idéalement, tu l'as directement, ta balance des blancs, parce que quand tu le fais en post-prod, ça risque de faire des bêtises. Mais ça passe. Après ça, je me suis occupé un peu de la saturation. Donc je l'ai baissé un petit peu parce que c'était fort rougeâtre quand même. Ce quatrième filtre, il sert à rien, je sais pas pourquoi il est là. Hop. Et du coup, le dernier, qui est en fait simplement un filtre localisé. Donc on utilise la pipette, qui est ce petit outil-là. Vous voyez, ça ressemble à une pipette. Et en fait, avec ça, on va sélectionner la couleur qui nous intéresse en fonction de sa couleur, on va dire, sa saturation et sa luminance. Les trois réglages, vous les voyez en bas de l'écran ici. Vous pourrez choisir plus ou moins en fonction de ce que vous devez sélectionner. Ici, vous voyez que la sélection est pas très clean, d'accord? On a du bruit, on a du grain, il y a les basses bas, c'est pas hyper clean. Cependant, si on fait un avant-après, on voit que le plus important, c'était de changer la teinte sur le dessus de la casquette, la partie éclairée par la lumière orange. Et puis après, je suis allé dans l'outil Magic Mask de DaVinci, qui est uniquement disponible sur la version payante. Et alors là, je me suis rendu compte qu'il y avait un preset pour les casquettes. C'est-à-dire que tu sélectionnes une casquette, tu fais un petit trait que tu vois sur l'image ici en haut, en bleu, et il sélectionne tout seul la casquette. Vous vous rendez probablement pas compte, mais c'est hallucinant. genre on va passer dans l'image, et c'est déconné à quel point ça marche bien. Parce qu'à la base, ça, tu dois le faire à la main, d'accord? Tu dois bouger des petits points, image par image, pour que ça suive. Alors, la sélection n'est pas parfaite, qu'on soit d'accord, mais quand vous regardez le court-métrage, est-ce que vous remarquez ça? Et encore, là, c'est dans la qualité rapide. Je pourrais mettre dans la qualité meilleure, mais ça prend du temps, ça m'embête. La qualité rapide est déjà suffisante pour moi. Donc, on est parti là-dessus.
Et effectivement, quand tu regardes à travers le plan, il y a 1 ou 2 endroits comme ici où il manque un petit bout ici de bleu, mais tu le vois pas pendant le court-métrage, quoi. T'es trop occupé à regarder la couleur de la casquette, les cheveux de Falou. Donc, ça marche de dingue. Et alors là-dessus, de nouveau, la petite toile d'araignée, là j'ai dû m'amuser un petit peu. Sûrement, il y a un meilleur moyen de faire ça, mais voilà, là j'étais inspiré par la toile d'araignée, donc j'ai fait ça avec ça. Et j'ai tout barré vers le bleu, globalement. Donc de cette manière-là, on ramène du bleu évidemment sur la casquette, et le tour est joué. C'était clairement pas hyper facile, on a passé du temps là-dessus, mais le résultat en vaut la peine. De nouveau, un avant-après, on partait de ça, quand même vachement dégueulasse, hein, on va pas se mentir, à ça. C'est quand même vachement plus de gueule. Plan suivant était très basique, il n'y a rien eu d'incroyable, uniquement un peu de contraste parce que le plan était très plat de base. Je vois qu'ici il y a des couleurs, je crois que c'était pour la casquette, pour lui donner un peu de peps, on a rajouté de la saturation et on a remonté un peu son exposition, juste histoire de la rendre un peu plus visible, tu vois, que le regard soit plus facilement attiré là-bas. J'ai pas abusé avec des filtres et des masques, je trouve que le plan était déjà pas mal comme ça. Après ça, un plan assez basique, là-dessus il n'y a rien à dire. Ce plan qui est magistral, genre il est incroyable. On a eu une chance avec le temps, mais de dingue. Et là vous pouvez voir ce que je vous disais avec la plage dynamique. Donc le fait de pouvoir voir dans les ombres et dans les hautes lumières. Tu vois que le ciel, t'as une partie qui est un peu cramée, mais il y a littéralement une boule de feu dans le ciel. Donc à un moment ça va cramer, c'est normal. Mais la zone est vraiment petite, tu vois. Tous les contours des nuages sont vraiment contrôlés. C'est hyper bien défini. Les contours des cheveux de Steph sont super beaux. Tu as les reflets dans le lac qui sont pas cramés non plus. Et pour autant, les ombres, on voit que c'est des arbres sur les côtés. On voit les détails du banc. On voit les détails dans les cheveux de Falou. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Le plan suivant, ça c'était le plan de nuit du coup. On a beaucoup galéré, j'ai beaucoup galéré à trouver un cadrage qui était intéressant pour qu'on reste focus de nouveau sur la casquette. Ça a été ça surtout le challenge pendant tout le long. J'ai parlé plus des compositions après. Ici du coup en termes de couleurs, simplement baisser l'exposition. La teinte, ouais, il y avait un gros problème de teinte à mon avis dû au phare de la voiture parce que c'était très verdâtre comme ça. Tu vois, hyper vert. Et du coup, j'ai rééquilibré en mettant un peu de magenta dans la sauce. C'est sorti très très bien. Ensuite, on a désaturé un petit peu la casquette. On a essayé de la ramener un peu plus vers le bleu. De nouveau, elle était un peu verdâtre. Donc, voilà, j'ai essayé d'enlever cet aspect vert dégueulasse. Et puis, en dernier, on rajoute du coup du bleuté pour, de nouveau, ramener cette couleur un peu peps. Plutôt que du vert, avoir vraiment du beau bleu. Et donc on passait de cette couleur-là verdâtre à un bleu beaucoup plus joli. Et l'avant-dernier plan du court-métrage a demandé un peu de travail aussi parce que de nouveau il était assez plat. Comme on n'était qu'avec des éclairages pratiques, donc c'était la lumière de ma cuisine littéralement. C'était assez dur d'avoir quelque chose d'intéressant visuellement. Je suis pas encore hyper satisfait pour les couleurs, il y a des changements. Enfin le mur là il est un peu tiré vers le rouge, l'autre il est un peu tiré vers le jaune-vert, mais les murs de la maison ne sont pas tous blancs parfaits comme dans la chambre ici, donc c'est compliqué. Mais vous allez voir l'avant-après, il y a eu une amélioration de malade. Ça, c'est le plan avant. Ok, ça, c'est le plan après. Genre, il y a quand même un monde de différence. Premier truc que j'ai fait, du coup, c'était évidemment l'exposition, comme souvent. Donc là, du coup, je l'ai baissé pour essayer de mettre la casquette un peu plus du côté discret et aussi que le mur blanc qui est juste derrière, qui est vide en plus, c'est un peu pas ouf au niveau composition, mais bon, essayer de l'atténuer et de lui donner moins d'importance, moins de présence dans l'image. Deuxième truc, c'est qu'on a fait un filtre, un masque précisément sur la casquette, donc là vous le voyez bien, qui entoure la casquette. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tracker, c'est vrai qu'en soi j'aurais pu faire un tracker de casquette. Mais vu qu'elle bougeait pas, je me suis dit que j'allais faire un filtre manuellement et comme ça, il est directement fait vu que c'est un plan fixe, c'est pas très grave. Et alors à partir de là, j'ai pu faire les modifications uniquement sur la casquette, ce qui est beaucoup plus simple. Et donc sur ce masque, j'ai appliqué une courbe ici pour l'exposition et le contraste. Et je crois que j'ai joué un peu sur la couleur aussi quelque part, avec le offset ici pour lui donner un peu plus de peps bleu, tu vois.
Donc tu pars de nouveau d'un verdâtre un peu dégueu à un beau bleu bien pétant. Dernier filtre sur cette image, ça a été de redonner un peu de blanc au mur, même si c'est pas hyper évident, j'ai un peu du mal avec ça. Ça aurait demandé de faire peut-être un peu plus de masquage, etc. Mais franchement, c'est un petit court-métrage à l'arrache pour YouTube, tant pis. Mais voilà, ça rattrape un peu les dégâts. Et ça, de nouveau, avec les pipettes. On l'a sélectionné, vous allez voir, toutes les couleurs ici un peu blanchâtres. Malheureusement un peu des dunes aussi, mais ça, à la rigueur, tant pis. Et alors, on a changé un petit peu la teinte, on est revenu vers quelque chose d'un peu plus blanc, comme je disais. Et le plan final, le plan d'outro de crédit, celui-là était incroyable. Je parlerai du setup juste après. C'était irréel. Et du coup, en post-prod, ce que j'ai remarqué, ce qui a été un peu problématique, c'est que si je sélectionne juste... Voilà, je vais désactiver les titres juste pour pouvoir montrer cette image. Donc elle n'est pas très complexe en soi. En l'occurrence, ce que j'ai dû faire, voilà, c'est un petit masque ici. Ah ouais, mais je suis sur le rendu. Faut que j'enlève le rendu. My bad. Du coup, sur ce plan, il y a juste eu un petit coup d'exposition, rien d'incroyable. Le petit souci que j'ai eu, c'était que c'était pris à main levée. Donc c'était pas hyper stable. Et pour faire de la stabilisation en post-production, tu peux utiliser l'inspecteur qui est ici sur la droite, aller sur l'onglet stabilisation et stabiliser. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations sur l'image, vu qu'il y a juste une petite tache de lumière. Donc ça marchait pas du tout. Malheureusement, on a dû essayer de trouver un autre moyen. Et donc je suis allé dans l'onglet Fusion, qui est l'onglet d'effets spéciaux. J'ai utilisé d'abord un deflicker parce que la lumière qui venait en dessous du Mavic, donc oui, la lumière que vous voyez là, vient du drone. J'ai mis le drone au-dessus de Falou, j'ai allumé la petite lampe qui se trouve en dessous du drone pour éclairer normalement la zone d'atterrissage, et j'ai utilisé comme éclairage. Le souci, c'est que cette lampe, elle est en 60 Hz, et moi je filmais en 50, donc il y avait 2 clignotements. Je suis allé dans DaVinci, j'ai tapé un deflicker, et le problème était résolu. Maintenant, si on va sur le rendu, pour que ça soit un peu plus smooth, vu que le deflicker demande un peu de travail, tu fais un pré-rendu et comme ça le PC sait le lire plus facilement. Là du coup j'ai utilisé 2 trackers, vous voyez il y en a un de chaque côté. Ces trackers c'est quoi? C'est une petite boîte que le PC va regarder, il va essayer de voir est-ce que ça bouge et du coup traquer le mouvement. J'en ai mis un de chaque côté, pourquoi? Parce que quand je tiens la caméra, je pivote un peu à gauche, je pivote un peu à droite, c'est normal, tu la tiens à la main. De cette manière, en mettant un de chaque côté, je vais pouvoir stabiliser, puisque je vais demander à une boîte et l'autre de rester là où elles sont. Et donc de compenser tout au long les mouvements que moi j'ai fait avec mes mains pour que ça reste droit. C'est un moyen alternatif de stabiliser ton image qui ne peut pas fonctionner à chaque fois, mais dans ce cas précis, ça nous a sauvé la mise, quoi. Donc voilà, nos 2 trackers en place, tout le data a été pris en compte, vous voyez les petits points bouger là dans l'image. Et si on vient sur notre timeline, on va voir un rendu qui est hyper bien en place, ça bouge pratiquement pas, il y a la lumière du drone qui bouge évidemment parce que c'est un drone quoi, il bouge, mais l'image de base bougeait beaucoup plus que ça, donc vraiment content du résultat. On a réussi quand même à rattraper assez bien je trouve. Alors les derniers trucs niveau on va dire colo SFX, ça va être du coup les filtres comme ceci. Donc j'ai un filtre sur mon plan principal avec le spotlight, donc vraiment avec Falou assis. Vu que tout le fond est noir, c'était en pleine nuit je rappelle, je me suis dit vas-y on dégage ça, on met une sortie alpha, donc vous voyez c'est le petit pointillé bleu ici, une sortie alpha, ça veut dire qu'on va effacer une partie de l'image. Vous le voyez peut-être sur le petit nœud, je vais voir si je zoome en post-prod, tout ce qui est grisâtre en fait autour, ça veut dire simplement que c'est pas pris en compte. Donc toute cette zone grisâtre, juste on la supprime de la vidéo et on ne garde que ce qui a été sélectionné. De cette manière, je peux mettre le titre en fond et tout ce qu'il faut mettre en dessous, les crédits, etc. Au moins c'est carré, il n'y a pas de souci. Le seul souci que j'ai eu, c'est qu'à la fin, comme je fais un fade out ou en mode je réduis l'opacité du titre, etc., on va le voir au montage, j'ai eu des petits soucis techniques, donc là j'ai dû mettre un deuxième masque, cette fois-ci sur le titre, pour que ça se passe bien. Mais voilà, c'est juste du gaffeur pour réparer un peu ce qui n'allait pas, quoi. Pour la colo, c'est tout. Je vais boire un peu d'eau parce que j'arrête pas de parler, c'est hardcore. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire un peu qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous aurez préféré différemment. Parce que je sais pas du tout si ça intéresse des gens et si ça plaît. Je sais que j'ai des potes que ça va intéresser, donc c'est surtout pour ça que je le fais. Mais ouais, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de savoir. Voilà, je suis de retour. Maintenant, on peut attaquer le montage. Vous remarquerez que j'ai fait tout à l'envers. Je sais pas pourquoi.
toute façon, vous avez les chapitres. C'est votre problème. Au niveau du montage, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? Je ne pense pas. Déjà, on va mettre de côté le mixeur et le media pool. On se retrouve uniquement avec ça. Parfait. Donc, dans la timeline, je fais pas de trucs incroyables. Moi, j'utilise beaucoup les signets, donc dès que je devais mettre des plans ou quoi, je mettais des marqueurs. Quand je devais synchroniser avec la musique, je mets des marqueurs dans le truc de musique, dans mon plan, et j'aligne. Très très facile. Donc pour ça, tu mets ta tête de lecture sur le rush. Tu tapes sur M, tu mets sur la musique, tu tapes sur M, et tu as tes marqueurs. Après, ils s'aimantent automatiquement. C'est ultra pratique. En dehors de ça, qu'est-ce qui a été plutôt important? Je vais vous parler de la planification du tournage, parce que en soi, c'est surtout ça qui a été important. On a pu écrire à l'avance ce qu'on voulait comme idée. On savait qu'on voulait des moments qui n'avaient pas forcément de lien chronologique. Il fallait simplement que l'intro ait un lien chronologique, parce que c'était important pour introduire, mais que la suite, ce soit juste des épisodes de vie de Falou. Enfin, en l'occurrence, de la casquette. Donc, il n'y a pas eu trop besoin de se casser la tête pour faire des jonctions. Évidemment, quand je tournais, j'essayais de varier des plans fixes avec des plans en mouvement pour que quand je me retrouvais après au montage, je n'ai pas des plans où je fais un travelling vers la gauche et que le plan suivant, ça soit un travelling vers la droite. Ça, vous devez éviter un maximum. Si tu as ces deux plans, tu dois mettre entre un plan fixe ou un plan genre push in ou push out ou quelque chose comme ça. Si ton premier plan, c'est un truc qui tourne vers la droite, par exemple, il faut que ton deuxième plan, soit un truc qui tourne vers la droite aussi, pas vers la gauche. Sinon, ça ne marche pas. Au même titre que tu peux pas synchroniser un truc qui tourne comme ça avec un plan qui tourne comme ça. Ça ne fonctionne pas. Ça va marquer directement qu'il y a un truc qui va pas. Donc ici, on a les premiers plans avec le train qui sont fixes. Puis on a le plan avec Falou dans la bibliothèque. Donc là, petit travelling. Petit tips, quand on fait des travelling comme ça, où le déplacement, le sens du déplacement n'est pas primordial, faites dans les deux sens. Moi, je l'ai fait plein de fois, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Au moins, tu en auras d'office une bonne vers la gauche et une bonne vers la droite. Si jamais au montage on a besoin, tu prends celle que tu as besoin. Le plan suivant, c'était avec les copains, c'était très lent, donc c'était pas très grave, il y avait un peu de mouvement vers la gauche ou vers la droite, mais c'était plus une caméra fixe qui bougeait légèrement pour suivre les mouvements de la casquette, donc c'était pas très grave si c'était pas exactement vers la gauche ou vers la droite. Après ça, on a un petit travelling vers la gauche. Enfin, je suppose plutôt un parallaxe très léger puisqu'on garde les personnages au même endroit et que le fond défile légèrement derrière eux. Puis on a un plan qu'on a pris ce matin où là j'étais avec un 210 mm à fond zoomé sur la casquette et donc là vraiment on a un travelling, on va suivre la casquette et donc on va vraiment tourner comme ça. Le plan suivant lui est un plan fixe donc du coup ça dérange pas du tout. Donc comme j'ai dit là, plan fixe, à la main, moi j'aime beaucoup le fait de tenir la caméra à la main, ça ajoute le fait de sentir dans la scène. Ici il y avait voilà un moment où il lève le bras, où il vient enlacer Steph, essayez de le mettre plutôt vers la fin, comme ça on a ce début de plan où ils sont un peu l'un à côté de l'autre, t'es là, ouais, ils sont un peu mignons et tout, et puis hop, il ouvre son bras et il vient chercher, et puis t'as la musique qui s'emballe un peu, comme si t'avais les petits papillons dans le ventre, tu vois. Et tu passes sur le plan suivant, il est tout seul. Tu peux sous-entendre que y a des moments aussi où voilà, tu te retrouves tout seul, tu dois penser à la vie, tu écoutes ta musique, tu te mets dans ton ambiance. Avec la voiture en plus, ça rajoute de la profondeur parce que forcément c'est de nuit. Donc comment tu montres quelque chose qui est loin si tu peux pas l'éclairer puisqu'il fait noir, tu vois. Donc le fait d'avoir la voiture, ça a rajouté de la profondeur au plan. On a laissé les lumières allumées à l'intérieur au même effet pour pouvoir voir qu'il y a une voiture et mettre un peu une distance, voir un peu l'échelle à laquelle on filme, tu vois. Et puis le dernier plan, là c'était rien d'incroyable. Là j'ai simplement rajouté un solid color, donc c'est juste du noir. Tout simplement pour le temps d'attente, plutôt que laisser un vide, c'est plus simple pour gérer ton montage si t'as quelque chose entre. Et alors sur la fin, on a simplement le sound FX que j'avais enregistré dehors pendant la nuit, avec des textes. Au niveau des polices, pour le titre, c'est du Sri Divanagari 714 en italique. Et pour le texte, c'est du Triple Condensed Gothic RR, qui est un peu le truc de base pour les grosses affiches de films type Interstellar et autres. On s'est dit que ça serait marrant d'utiliser la même police. Et puis des fade in, fade out avec l'opacité, tout ce qu'il y a de plus basique. Ce qui a été plus intéressant dans ce montage-ci, ça a été
de travailler les sound effects et le son. En soi, il n'y avait pas grand chose à faire non plus. Mais par exemple, pour le premier plan avec le train, on entendait bien le son du train en fond, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était un peu nul, soyons honnêtes. Donc j'avais entendu que dans un plan précédent, pendant que Falou me filmait, il y avait eu la voix du conducteur de train avec une annonce. Et donc je me suis dit, mec, ça c'est trop stylé, il faut qu'on le rajoute. Donc je l'ai récupéré. J'ai mis une EQ sur ce son pour enlever les bruits de train qui étaient déjà présents. On garde uniquement les fréquences moyennes et élevées, histoire de ne pas avoir trop de bruit de fond de train, parce qu'on a déjà le plan principal qui a son son à lui dans le train. On ne va pas rajouter un deuxième bruit de train en plus. Et en plus de ça, je suis allé chercher un sound effects de son de frein, ce qui n'était pas évident à trouver, parce que Falou se casse un peu la gueule quand le train freine, donc la caméra tremble et j'ai voulu essayer de justifier ça avec un son de freinage, quoi, qui fait ce son là. C'est juste un tout con, en espérant que ce soit suffisant. En tout cas pour moi, ça me semble ok. Sinon, sound effects pour le reste, c'est tout filmé sur place avec le micro Canon Rode. Donc là-dessus, il n'y a pas eu grand chose à faire. Ici, j'ai juste fait une coupe en J. Parce que comme on passe de la bibliothèque qui est très calme à une ambiance un peu soirée, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de commencer un peu le son avant, histoire de se mettre dans le mood, qu'il va y avoir un changement de tonalité. Et cet introduit, ça te fait une transition un peu plus smooth que si t'avais juste un gros cut comme on a partout ailleurs. Pour le reste, ça a été du mix, tout ce qui est de plus basique. Et alors à la fin, on a dû s'amuser un petit peu avec... on a dû réenregistrer parce que Falou n'avait pas ouvert la porte dans la prise. Donc je lui ai demandé de rouvrir la porte d'entrée, sortir et la claquer derrière lui pour qu'on ait toute la suite. Le truc, c'est que la fermeture de la porte était pas hyper compréhensible audisivement. Donc c'était un peu trop flou, on savait pas trop ce que ça représentait. Donc je suis allé chercher de nouveau des sound effects. On a utilisé le début qui a été enregistré en pratique, et puis le moment où la porte se ferme, on a pris un sound effects de porte qu'on a ajouté à ce qu'on avait enregistré sur place. Ça montre bien qu'il y a une conclusion en plus au court-métrage, c'est excellent. Au niveau de la musique, on a découpé un peu dedans pour récupérer le début, pour enlever toute l'introduction en fait du morceau et garder uniquement les parties intéressantes, parce qu'on a remarqué, je sais pas si vous l'avez capté quand vous avez regardé le court-métrage, mais le moment où Falou vient récupérer la casquette, ses pieds, ses pas sont synchronisés sur la musique. Écoutez bien, faites-y bien attention. Et après, il va chercher la casquette sur le rythme aussi. Tadam! Et donc, comme je disais tout à l'heure, les marqueurs en bas sur la musique, ils m'ont servi à synchroniser les moments où la musique reprend, où on est sur les mesures, tu vois, pour commencer l'autre plan. Donc, typiquement, ce plan-ci, on va écouter la musique. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ça ralentit, donc c'est normal que tu sois pas exactement sur le temps. Et c'est pour ça qu'il faut attendre, écouter. Ta-da-da-da-tam, ta-da-da-da-tam. Tu vois, le temps, il commence pas sur la première note du ta-da-da-dam, c'est vraiment sur ta-da-da-da-tam. Et donc, c'est là que tu veux que ton plan arrive. Ça, c'est la règle. Quand tu fais du montage, c'est la règle. Ça fait clip. Moi, j'adore quand c'est synchronisé sur la musique. J'adore ça. Baby Driver, en termes de montage, c'est un plaisir de ouf. J'ai toujours aimé faire ça, je le ferai toujours. Donc, synchroniser sur la musique, c'est trop cool quand tu peux le faire, quand t'as l'occasion. Trop, trop cool. En termes de montage, c'est tout. Alors, il y a du mix encore. Dans le mix, donc dans la partie Fairlight de DaVinci, hop, on retrouve ici notre mixeur. J'ai uniquement mis un limiteur sur la piste d'enregistrement de la caméra avec le micro Canon, juste parce qu'il y a des moments avec les portes qui se ferment où ça remontait un peu trop et ça risquait de saturer. Donc j'ai mis un limiteur, ça évite d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Tout le reste est clean, il n'y a aucun effet. J'ai juste baissé la musique de 2 décibels pour que ce soit un peu plus équilibré avec le reste. Mais c'est tout, rien de dingue quoi. Et au niveau du montage, c'est tout. Maintenant, on attaque la partie tournage. Alors, vous avez pu voir dans les behind the scenes,
avec la caméra GoPro notamment, que j'ai filmé avec différents objectifs. J'ai utilisé donc le Sigma 18-35 f1.8 qui est un objectif APS-C, donc qui est pas vraiment fait pour cette caméra là à la base, hein, c'est fait pour des plus petits capteurs. Le truc c'est qu'il a l'intérêt de pouvoir filmer quand même pour un plein format si tu zoomes au max. Si tu es à 35 mm, tu peux filmer à 35 mm f1.8, ce qui fait que tu as un flou d'arrière-plan comme maintenant, c'est exactement ce que je fais. Tu vois, tu regardes l'armoire ici derrière, c'est flou, si j'avance ma main, il y a un beau flou d'avant-plan en l'occurrence. C'est ultra cool. Donc j'ai beaucoup utilisé ça avec un mode dans les caméras Sony qui permet de zoomer un petit peu dans l'image sans trop perdre en qualité. C'est pas du zoom numérique où tu vas juste couper dans ton image 4K, tu vois, et faire genre ah je fais un zoom alors que tu coupes et que tu enlèves de la résolution. Là ça utilise les pixels du capteur. Et au lieu d'utiliser tous les pixels du capteur, il va se dire bah, je vais utiliser genre 1/2 ou un truc comme ça. C'est vachement efficace. Moi j'ai vu en tout cas que je perdais un petit peu en netteté quand même, mais dans le contexte ici c'est pas trop dérangeant. De toute façon vous le voyez maintenant, là j'ai pas fait de zoom, c'est hyper quali, il n'y a pas de souci. Donc en pratique j'avais un équivalent 40 mm. En plus de ça, il y avait les bandes noires, forcément, puisque c'est un format cinéma, hein, vous l'avez vu sur votre écran de toute façon. Donc je pense qu'en cinéma, ça serait plutôt un équivalent 60 mm en anamorphique, vu le format allongé. J'en ai aucune idée, mais dans l'idée, on est sur un équivalent 40 mm en objectif sphérique. Et ça a été l'objectif principal de ce tournage. Donc toute la partie en train ici au début, la casquette ici, ça c'était avec le deuxième objectif que j'ai utilisé, c'est-à-dire un 24-105 qui est dans mon sac. Donc il y a moins de profondeur de flou d'arrière-plan, mais il permet de zoomer quand même vachement plus loin. Donc c'était quand même plutôt pratique pour par exemple ce cas-ci et pour un ou l'autre cas plus tard. Ici c'était de nouveau le... Ah attends, je sais avec quoi ça? Non ça je crois que c'était avec le Sigma. Ça je crois que c'était avec le Sigma quand même. Mais j'ai un doute. Ça c'était avec le Sigma 100%. Ça c'était de nouveau avec le 24-105. Parce que j'avais besoin vraiment de zoomer. Pour le coup je m'étais mis assez loin dans la bibliothèque. Donc j'avais vraiment besoin d'avoir... Ben là je suis allé jusqu'à 105 mm pour essayer d'avoir le plus de zoom possible. Avec de la stabilisation de l'objectif, tenu à la main, c'était quand même relativement stable. Donc ça a très bien marché. Évidemment j'essaye d'ouvrir au maximum pour avoir de la profondeur et du flou d'arrière-plan. Vu que c'est pas les objectifs cinéma, j'essaye d'en tirer le maximum. Ce plan-ci de nuit, évidemment le Sigma de nouveau à 40 mm f1.8 pour essayer d'avoir le maximum de lumière parce que ben mec c'est la nuit, si tu essaies de filmer avec ton téléphone tu remarqueras qu'on voit rien. Donc il faut essayer de choper le maximum de lumière possible. Ce plan-ci de nouveau 40 mm. Celui-ci c'était plus intéressant, c'était un 70-210 argentique. Donc c'est-à-dire fait pour les boîtiers à pellicule photo. C'est un objectif qui appartenait à mon papa, qui n'utilise plus du tout, du coup. Je l'ai récupéré, je l'ai adapté sur la 7S et la 7C aussi par le passé. Et ça nous a donné un plan comme ça, ultra quali, notamment grâce à la stabilisation du capteur de la 7S qui est extra. Pas au niveau Panasonic, certes, mais extra quand même, parce que c'est pas un objectif stabilisé et quand t'es extrêmement zoomé comme ça, c'est chaud. Ici de nouveau le Sigma, toujours le même. Là, pareil, on a besoin de lumière. Celui-ci, je voulais vraiment faire la séparation avec les acteurs derrière pour qu'ils restent dans le flou et qu'ils soient pas le sujet principal, qu'on comprenne qu'il se passe un truc, qu'on comprenne ce qui se passe plutôt, mais que le focus ça reste la casquette qui est restée toute seule quoi. Et en l'occurrence chez la fille et pas avec Falou. Et puis sur le dernier plan, comme je vous l'ai expliqué, c'était avec le drone, donc j'ai simplement fait voler le drone vraiment pas très haut pour le coup, c'était littéralement 1,5 m au-dessus de Falou, un truc comme ça. Je pense qu'on le voit dans le plan d'origine. Ouais, voilà. Donc là, vous voyez bien le drone qui est juste au-dessus. Et ben, c'est simplement la LED qui sort d'en dessous du drone, hein, tout simplement. Et la 7S3 étant extrêmement performant en basse lumière, c'est passé tout seul. Évidemment, on a les bandes noires au-dessus et en dessous, donc on voit pas le drone, c'était prévu. Fait qu'on a ce rendu incroyable, exceptionnel. Genre vraiment, c'est insane. Cet écran de fin, il est dingue, il est vraiment dingue. On est ultra fan, Falou et moi, ça rend trop bien. Peut-être à la rigueur, pour ceux que ça intéresse, pour l'export, moi j'exporte directement en H.265 quand c'est pour moi. Pour des clients, je fais en H.264 parce que c'est beaucoup plus facile à lire.
Attention au bitrate, moi je le laisse en automatique pour YouTube, je m'en fous. Quand je le laisse en automatique, en général, il me garde un débit assez élevé, donc avec une bonne qualité de nouveau. Si vous devez l'envoyer avec des clients, faites gaffe à ce que ce soit pas trop lourd. Faut pas que ça pèse 10 Go non plus. Dosez, ok? Attention à pas le mettre trop bas non plus. Prenez bien le temps de regarder la vidéo une fois que vous l'avez exportée. Je sais que c'est chiant quitte à passer dedans un peu en vitesse, pas trop vite, mais un peu en vitesse, voir les différents plans. Parce que si c'est trop compressé, que tu as un moment où tu as, je sais pas, par exemple, un feuillage avec beaucoup de petits trous de lumière, la compression, elle galère avec ça. Donc dès qu'il y a plein de petits éléments à changer sur chaque image, des confettis, des trucs comme ça, c'est une galère. Donc faites bien gaffe, une fois que vous avez exporté, que c'est clean. Sinon, ça va pas être dingo pour les clients. YouTube, à la rigueur, il va le compresser derrière, donc c'est pas très grave. Mais pour des clients, faites gaffe. À la limite, moi je dirais pour du H265, je fais en 15 000 kilobits seconde. Et pour du H264, je vais plutôt aller vers du 20-25 000 kilobits seconde. Parce que le H265 est plus difficile à décoder, mais il compresse beaucoup mieux l'image, donc tu peux mettre un bitrate beaucoup plus bas tout en gardant une bonne qualité. Le truc, c'est que si tu envoies ça à un client, il y en a 1 sur 3 qui va te dire 100%. C'est bizarre, mon PC n'arrive pas à le lire, parce que son truc date de 2007, sous Windows XP. À un moment, voilà, les clients, c'est H264, point barre. Et voilà, en termes du tournage, on est trop content de l'avoir fait avec très peu de matos finalement. Techniquement, ça pourrait être fait avec un boîtier vraiment pas cher, genre Steph, elle a un A7S. L'A7S avec un objectif style un 35 mm, f1.8 de Sony. Tu peux t'en sortir pour 700 balles. Je sais que c'est de la thune, ok, mais je compare avec un setup ici qui vaut en seconde main facilement 3700 balles, tu vois. Donc, faut remettre en contexte. Ça, c'est faisable avec une caméra que tu peux acheter en seconde main pour 700 balles. Allez, on va dire 850, un truc comme ça, pour arrondir un peu les batteries, carte SD et tout. Pour 850 balles, tu pourrais complètement être capable de faire ça. Ce qui compte, c'est les compétences. Et il n'y a rien à faire. À partir du moment où tu vas prendre une caméra, tu vas t'efforcer, tu vas essayer, tu vas rater, tu vas essayer, tu vas rater, tu vas essayer, tu vas rater. Jusqu'au jour où, comme nous maintenant, on peut juste se dire, viens, on fait une vidéo. Oh, j'ai eu l'idée hier soir à 5h du matin de faire ça, viens, on le fait demain, et on y va, et on le fait, et c'est incroyable, genre. Mais mec, ça fait depuis que j'ai 13 ans que je fais des vidéos sur internet, donc forcément, à un moment, j'ai de l'expérience aussi dans le foirage, tu vois. Que ça soit au niveau du tournage, du montage, t'apprends, il n'y a rien à faire. Parce que même niveau rig pour la caméra, donc j'ai une cage dessus, certes, mais j'avais pas de moniteur externe, j'avais juste un micro canon, et 2 cartes SD dans la caméra, c'est tout, genre, et une batterie. Et un filtre ND. Ok, j'avoue. Si tu veux un bon filtre, ce que je vous conseille, si vous prenez des filtres ND, soit vous prenez un filtre variable de bonne qualité, soit vous prenez des filtres indépendants de bonne qualité, ça sera quand même beaucoup moins cher qu'un filtre ND variable comme moi j'ai. Filtre ND variable comme ça, je crois que j'en ai eu pour 220 balles pour 2 filtres. Ce qui te servira pour toutes tes situations que tu vas retrouver, qu'on soit clair. Ces filtres ND, moi j'utilise H24. Cela dit, je vous conseille vraiment pas de prendre les filtres ND entrée de gamme. Allez, on va dire en dessous de 120, je crois, parce que ceux-ci sont séparément à 120 balles, un truc comme ça. Si je vous dis ça, c'est parce que vous allez payer une caméra qui coûte une fortune, des objectifs qui coûtent une fortune, et vous allez mettre un bout de verre devant dégueulasse qui va vous salir complètement et vous saloper complètement l'image. Donc ça n'a aucun sens. C'est comme prendre une supercar et lui mettre des pneus et des roues de Peugeot, tu vois. Ça ne marche pas. C'est débile. Donc ne faites pas ça, s'il vous plaît. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Ce format-là, c'est quand même assez hors du commun en soi. J'avais jamais vraiment fait à ce point-là avant pour la musique, ouais, mais pas pour du montage. C'était hyper dense, donc j'espère que ça a été. Au pire, il y a les chapitres quand même pour ceux que ça intéresse. Et puis, bon courage pour vos montages. Si vous ne faites pas de montage, je sais pas ce que vous foutez là, mais merci d'avoir regardé et d'avoir fait du watch time. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.